qu'est-ce que c'est le projet de Macron? On est à 11 mois de l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique qu'Emmanuel Macron est affaibli politiquement, puisqu'il a perdu les législatives de 2024. Alors, législatives de 2024, là encore, il y avait eu une idée qui était d'encourager la victoire de Jordan Bardella pour créer une alternance et voir comment la situation allait évoluer. Cette idée-là d'Emmanuel Macron ne s'est pas réalisée pour deux raisons. Parce que d'abord, Gabriel Attal, d'un côté, a appelé au Front républicain contre l'avis d'Emmanuel Macron, pour se venger d'avoir été humilié et débarqué de Matignon, puisqu'on se rappelle que Gabriel Attal était un des seuls qui ne savait pas qu'il y aurait une dissolution. Tout le monde était dans la boucle, à l'exception de Gabriel Attal. Et donc, quand il apprend à l'Élysée qu'il ne sera plus Premier ministre puisqu'il y a une dissolution, à ce moment-là, la photographe de l'Élysée, Soisig de la Moissonnière, le prend en photo. Donc, c'est une photo en noir et blanc où il a la tête complètement défaite, et cette photo sera utilisée dans le cahier photo qu'on remet au Premier ministre après son départ de Matignon. Donc il y a eu une vraie volonté d'humilier Gabriel Attal, qui lui, en retour, s'est vengé en appelant au Front républicain. Et de l'autre côté, au Rassemblement national, Sébastien Chenu a fait une sortie sur la double nationalité, alors qu'il sait très bien que cette mesure-là n'était plus dans le programme et qu'elle renvoie, je dirais, au Front National historique, une façon de créer artificiellement une polémique et de plomber le Rassemblement national. Donc on est rentré dans cette période d'incertitude qui donne effectivement l'impression qu'Emmanuel Macron est affaibli politiquement, qu'il lui reste 11 mois à l'Élysée, qu'il ne peut pas se représenter. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte. Et on nous raconte, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, qu'il procède à une vague de nominations dont tout le monde a entendu parler, que ce soit Emmanuel Moulin à la Banque de France, Amélie Bouchalin à la Cour des comptes, etc., etc., parce qu'il voudrait, il procéderait à un verrouillage de la République qui viserait à protéger les institutions en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Donc en fait, il mettrait en place des garde-fous pour sauver les institutions. Alors, le Rassemblement national est bien embêté puisque vous avez des dirigeants du Front national qui savent pas qui sera leur candidat, puisqu'on attend la décision de la justice quant à Marine Le Pen. La décision est attendue le 7 juillet, de savoir si elle pourra ou non se présenter. Donc vous savez pas de candidat, donc vous avez une concurrence interne qui est créée de fait entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ensuite, vous avez des sondages qui les donnent gagnants dans toutes les configurations. Vous êtes à la fois, vous n'avez pas de candidat, à la fois vous êtes donné gagnant, et en même temps, ils voient bien que il y a anguille sous roche. Alors qu'est-ce que c'est que l'anguille sous roche? Alors, je vous expliquais qu'il y avait ce premier narratif qui était un verrouillage des institutions pour sauver la République d'une arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Un narratif qui est audible par certains milieux et qu'on va retrouver dans des journaux, dans la presse, je dirais, mondialiste, plus ou moins haut de gamme, que ce soit Politico ou que ce soit The Economist. Et puis vous avez un deuxième narratif qui est raconté aux journalistes qui seraient, je dirais, un peu plus curieux. Et on leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, c'est parce qu'Emmanuel Macron prépare son retour en 2032 et il prépare un scénario Jean Castex, qui serait président de la République en 2027, dans un scénario comparable à ce qu'avait fait Vladimir Poutine avec Dmitri Medvedev. Alors, qu'est-ce qu'avait fait Vladimir Poutine avec Dmitri Medvedev? Vladimir Poutine ne pouvant pas se représenter, il avait présenté Dmitri Medvedev, qui était donc devenu président de la Fédération de Russie, tandis que Vladimir Poutine était son premier ministre. Et puis ensuite, Vladimir Poutine s'était représenté. Donc ce scénario-là est vendu, mais que ce soit pour verrouiller les institutions
parce que l'arrivée du RN serait actée ou en vue d'un scénario Poutine-Medvedev, dans les deux cas, on officialise en creux le fait que nous sommes passés dans une démocratie illibérale, voire qu'il n'y a même plus de démocratie du tout. Puisque si les gens votent Rassemblement National et qu'ils ont envie d'un candidat Rassemblement National et d'une politique de redressement national, on ne voit pas pourquoi il faudrait empêcher cette politique d'être appliqué. Et puis, si on nous dit, bah écoutez, on va faire comme Vladimir Poutine avec Dmitri Medvedev, ça veut dire, bah regardez, parce que toute la journée on nous explique que Vladimir Poutine est un dictateur. Donc si on nous dit, bah regardez, c'est finalement Emmanuel Macron veut faire comme Vladimir Poutine, ça veut dire qu'on officialise en substance qu'Emmanuel Macron est un dictateur. Donc, faut bien comprendre les messages qu'on envoie. Le Rassemblement National est aussi tétanisé puisqu'il voit bien qu'il y a une montée des tensions avec la Russie et qu'il ne peut pas adopter ses dirigeants n'ont pas l'envergure pour adopter une politique, un discours franchement pacifiste puisqu'ils sont terrorisés par le discours qui leur serait opposé, qui est celui que comment on finit les pacifistes d'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Les pacifistes d'avant-guerre sont des antisémites. Un pacifiste, c'est un antisémite. C'est le fameux... et puis, à minima, ce serait l'esprit munichois. On voit bien cet argument qui est sans cesse repris par le Parti de la guerre, en particulier par Bernard-Henri Lévy. Donc, on voit bien qu'on a, tout le monde ressent que ces histoires de Rassemblement National en 2027, de toute façon, c'est fait, et il faut faire quand même attention ou de scénario, Jean Castex, qui voit honnêtement, sérieusement, 2 minutes, Jean Castex à l'Élysée avec Emmanuel Macron, Premier ministre. Parce que c'est ça le scénario Medvedev-Poutine. Personne. Et tout le monde ressent qu'il y a autre chose. Alors je vais essayer de présenter des éléments fondamentaux pour appréhender ce problème et à essayer d'avoir une lecture claire des choses à un an de la présidentielle. D'abord, on va rappeler qu'il s'est produit quelque chose en février, qui est la diffusion des mails d'Epstein entre novembre 2025 et février 2026. Les mails d'Epstein. Dans ces mails d'Epstein, un interlocuteur présente Emmanuel Macron à Jeffrey Epstein, le décrit, en lui expliquant, alors l'interlocuteur est bifeux, c'est un interlocuteur mystère, mais Emmanuel Macron est présenté à Jeffrey Epstein comme celui qui doit diriger l'Europe, peut-être même le monde. Voilà. Quand on voit qui était Jeffrey Epstein, pour qui il travaillait, on comprend qu'Emmanuel Macron a un rôle de premier plan. Ce n'est pas un homme politique comme les autres, a un rôle de premier plan pour certains cercles de pouvoir à l'influence démesurée. Je citais tout à l'heure Henri Kravis à la tête de KKR. On pourrait également citer les Rothschild, puisque Emmanuel Macron a lui-même déclaré au sujet de David de Rothschild, David de Rothschild, je suis sa couverture, je suis son edge, exactement comme Jeffrey Epstein expliqué à Peter Thiel. Comme vous le savez, je représente les Rothschild. Donc on voit bien qui a programmé Emmanuel Macron pour être celui qui dirigera l'Europe, ou peut-être même le monde. Cette information était disponible depuis 2017 en source ouverte, puisqu'on se rappelle de cette couverture de The Economist, d'Emmanuel Macron marchant sur l'eau, donc comme le Christ, avec écrit, ou l'Antéchrist, avec écrit Emmanuel Macron, le sauveur de l'Europe. Je rappelle de la même façon que The Economist était en tout cas la propriété de Lynn Forrester Rothschild, puisqu'elle elle est en train de vendre le titre, était la propriété de Lynn Forrester Rothschild, qui pareil a été un des individus qui a le plus soutenu Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, puisque c'est Lynn Forrester Rothschild qui les a fait entrer à la Maison Blanche dès le début du premier mandat, dès le début du mandat de Bill Clinton. Un troisième fait important, donc premier fait, celui qui dirigera l'Europe, peut-être même le monde, Epstein, dans les mails d'Epstein, la couverture de The Economist, le sauveur de l'Europe, et un troisième fait,
c'est la fiche Wikipédia, la fiche Wouzou, d'Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, dans sa vie, a reçu 45 prix, et je ne compte pas les prix qui lui sont attribués d'office en tant que président de la République. Il n'en fait figurer qu'un seul au Wouzou, c'est le prix Charlemagne qu'il a reçu à Aix-la-Chapelle en 2018. Voilà. À quoi fait référence Charlemagne? Charlemagne, c'est le maître de l'Europe. Bon, une fois qu'on a compris ce qu'il y avait dans la tête de Macron, c'est-à-dire son projet, son projet, il faut comprendre les moyens utilisés, ou en tout cas ce qui est recherché comme fenêtre d'opportunité pour atteindre son objectif. Et là, Emmanuel Macron s'appuie sur deux concepts essentiellement, qui sont trop peu connus du grand public, mais dont on parle de temps en temps dans la presse. On en a en particulier parlé pendant le Covid, qui est ce qu'on appelle le moment hamiltonien. Le moment hamiltonien, c'est quoi? C'est le secrétaire des États-Unis, ça fait référence au secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Alexander Hamilton, qui a réalisé la fédéralisation des États-Unis par la dette. Moment hamiltonien. Le deuxième concept, c'est le moment bismarckien. Le moment bismarckien, ça fait référence à Otto von Bismarck, qui est le chancelier qui a réalisé l'unité allemande par la guerre. Voilà. Donc, la première idée reçue dont il faut se débarrasser si on veut comprendre le projet d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron a ruiné la France. Nous avons plus de 3 000 milliards d'euros de dette. C'est une idée qui, pour quelqu'un de bon sens, serait juste. Mais pour Emmanuel Macron, il faut bien comprendre que la dette, c'est pas un problème, c'est le moyen. D'ailleurs, on vient de nommer à la tête de la Banque de France Emmanuel Moulin, qui s'est occupé du Trésor entre 2020 et 2024. Je vous invite à regarder sur Internet la dette sous cette direction du Trésor a augmenté de centaines et de centaines la dette publique de la France a augmenté de centaines et de centaines de milliards d'euros. J'ai trouvé plusieurs évaluations, c'est-à-dire que les centaines de milliards de dettes publiques en France, c'est un peu comme la démographie à Kinshasa, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. On a un peu de mal à avoir des chiffres très précis. En tout cas, c'est un bilan très impressionnant en matière de dette, suite à quoi Emmanuel Moulin avait été nommé secrétaire général de l'Élysée, parce que, nous dit-on, il imite très bien Nicolas Sarkozy et que ça faisait rire Brigitte. Et donc là, on l'a nommé du coup à la tête de la Banque de France. D'ailleurs, au niveau économique, ce qui est pas très important, c'est pas la tête de la Banque de France ou la Cour des comptes. Enfin, c'est une nomination importante évidemment, mais pour Emmanuel Macron, ce qui vise, c'est le poste de chef économiste de la BCE, puisque lui en fait veut faire passer les eurobonds, c'est ce qu'il a proposé aux Allemands au mois de février, mais les Allemands n'en ont pas voulu. Donc en fait c'est effectivement réaliser l'Europe fédérale par la dette, donc ces eurobonds, et donc là il va pousser pour que la France puisse obtenir le poste de chef économiste de la BCE. Je crois qu'il y a 3 candidates en liste, Odile Renaud-Bassot, Laurence Boone et Agnès Benassi-Kéré. De toute façon, vous les connaissez pas, mais ça fait partie de ces technocrates français qui sont très prisés des mondialistes. On avait eu à d'autres niveaux Jean-Claude Trichet, Pascal Lamy, Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde, puisqu'en fait, il ne s'occupe pas des intérêts nationaux. C'est-à-dire que si vous mettez un Italien ou un Allemand, il va toujours essayer de tirer la couverture à son pays, alors que eux, la France, ils s'en foutent complètement. Donc voilà l'agenda sur l'agenda de la dette. La dette n'est pas un problème, c'est le moyen, et le moyen d'atteindre ce qu'il appelle le moment hamiltonien. Quant au moment dit bismarckien, c'est cette tentative, on voit bien, de reprendre le lead sur l'OTAN à la faveur du retrait
annoncée des États-Unis d'Amérique, de l'Europe. D'ailleurs, il y a une couverture de Challenge la semaine dernière, il me semble. La guerre, comment s'y préparer? Donc, on peut pas ouvrir un journal, entendre une actualité sans qu'on nous habitue tranquillement à l'idée d'une guerre de haute intensité contre la Russie. D'ailleurs, c'est la mission du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Dans sa mission, il écrit, je cite, qu'il faut disposer d'un état-major prêt pour une confrontation d'ampleur avec la Russie dans un pays européen. À la faveur de la loi de programmation militaire, on a vu la création de ce qui s'appelle un état. Alors ils ont appelé ça un état d'alerte de sécurité nationale, qui est un régime juridique inédit qui pourrait être déclenché sur toute une partie du territoire national par décret en Conseil des ministres en cas de menaces graves et actuelles. Donc là, on prépare l'état d'exception, c'est-à-dire conflit de haute intensité dans un pays européen avec la Russie, et état d'exception avec, toujours dans la loi de programmation militaire, l'actualisation du répertoire national des compétences mobilisables. Tout ça étant couplé avec la déclaration fiscale. Et d'ailleurs, il semble que ça se fasse à un niveau européen, puisque des sources en Italie, travaillant dans le fisc, ont eu les mêmes consignes, c'est-à-dire de coupler le répertoire national des compétences mobilisables avec la déclaration fiscale. Et ma source m'a dit, en Italie, on n'a pas eu ça depuis 2002. Il faut savoir que l'Italie, en 2002, était bien plus intégrée dans l'OTAN que la France, et que 2002 pour l'Italie correspond à la guerre. On est au moment où les États-Unis vont partir en guerre en Irak et les Italiens vont les suivre, et sont déjà partis en guerre en Afghanistan. Donc ça faisait 24 ans que cette consigne-là n'avait pas été donnée en Italie. Je rappelle également que Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui avait maté les gilets jaunes, est en ce moment passé journée à Ballard pour opérer et travailler sur ce qu'on appelle la coordination des administrations civiles et militaires. Donc pourquoi on coordonnerait les administrations civiles et militaires? C'est évidemment dans le cadre d'un régime d'exception qui serait d'un état d'exception qui serait justifié effectivement par une guerre d'intensité et en marge. Alors là, c'est ce que je détaille plus dans la lettre, c'est le retour en force des néoconservateurs, dont Emmanuel Macron prétendait pourtant au début de son premier quinquennat, quand il recevait Vladimir Poutine à l'Élysée ou à Brégançon. À cette époque-là, on se rappelle de ses vœux aux ambassadeurs où il fustigeait l'État profond et les néoconservateurs, mais on voit que ces néoconservateurs reviennent aujourd'hui en force à tous les postes stratégiques, avec des mouvements très profonds dans l'armée et au Quai d'Orsay. Donc on voit bien que c'est tout ce dispositif-là qui est en train de se mettre en place, sans compter la multiplication des provocations qui font de la France de facto aujourd'hui un co-belligérant, et il semble que les Russes jouent une forme de patience. Il y a eu le bombardement de cet internat à Louhansk. Aujourd'hui, on a les drones sur Moscou, avec les propos de Macron sur la profondeur. C'est-à-dire que clairement, Emmanuel Macron, dans ses déclarations, en plus du soutien à l'Ukraine, encourage les Ukrainiens à attaquer le territoire russe. Donc on voit qu'on est sur une stratégie de provocation vis-à-vis de la Russie pour pousser la Russie à opérer exactement. C'était d'ailleurs les aveux de François Hollande et d'Angela Merkel au sujet des accords de Minsk, puisque des années après, on nous a expliqué que les accords de Minsk, c'était pour gagner du temps afin de réarmer
l'Ukraine. Donc on est vraiment dans cette stratégie de confrontation de haute intensité et de provocation vis-à-vis de la Russie, avec, en ce qui nous concerne, euh, une stratégie du pouvoir qui consiste à faire taire toutes les voix pacifistes ou qui documenterait ce bellicisme de nos dirigeants. Je pense en particulier à Xavier Moreau et à Jacques Beau, qui ont été visés par le régime des sanctions qui était jusque-là réservé aux oligarques russes, avec effectivement le gel de leurs avoirs dans l'Union européenne et l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'UE. On voit aujourd'hui le régime, la Macronie et sa presse orienter ses attaques sur ce front-là sur une personnalité. C'est-à-dire que ces attaques au niveau médiatique, ces attaques se sont cristallisées sur Ksenia Fedorova. Parce que en fait, à travers Ksenia Fedorova, c'est Vincent Bolloré qui est visé. D'ailleurs, quand on lit les articles, j'invite les gens à bien lire, les auditeurs à bien lire les articles. Vous voyez qu'il y a des allusions, je dirais, aigriardes, qui laissent peu de doute au fait que les attaques contre Ksenia Fedorova visent en fait la vie privée de Vincent Bolloré, puisque dans Le Monde, il est question, on parle de Ksenia Fedorova comme d'une intime de Vincent Bolloré, et dans Le Canard enchaîné, les allusions sont encore plus claires, puisque je crois qu'il est question de la protégée du vieux monsieur. Voilà, donc ça c'est une des clés. C'est-à-dire, est-ce que Vincent Bolloré va tenir et résister, sachant que personnellement, je porte un dossier qui, médiatiquement, peut être explosif pour le pouvoir, ne serait-ce que le couvrir. C'est-à-dire comment les Macron ont géré Becoming Brigitte de Xavier Poussard et Candace Owen. S'il y a le procès américain qui arrive le 22, est-ce que Vincent Bolloré va répondre, puisque visiblement l'attaque des Macron, en tout cas dans ses allusions, vise supposément sa vie privée. Donc ça, c'est vraiment une ligne de front qu'il faut suivre, puisque le front intérieur aujourd'hui est là. Donc souvent, quand je discute et que je pose simplement les faits comme je les ai posés aujourd'hui, les gens sont incrédules. Mais comment Emmanuel Macron, la guerre contre la Russie, mais comment, pourquoi? Enfin, on voit qu'il y a un problème même dans les représentations. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron est un personnage ridicule. Et donc en fait, il y a cet écart. D'ailleurs, si on croit l'histoire officielle qui nous est racontée au sujet d'Emmanuel Macron, on croit que en fait Emmanuel Macron c'est Aignan dans Le Petit Nicolas. C'est-à-dire que c'est le premier de la classe et que les Français le détesteraient parce que il serait un élève modèle. Or, si on comprend Becoming Brigitte, on comprend qu'en fait Emmanuel Macron est un marginal, est un transgressif absolu. Et cette dimension ridicule du personnage renvoie quand même à l'idée du 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Karl Marx, où en fait Karl Marx fait la comparaison entre le 18 Brumaire de Napoléon et le 18 Brumaire de son neveu, enfin le coup d'État de son neveu. Et il dit, répondant à Hegel, que l'histoire se répète deux fois, la première fois comme une tragédie, comme une grande tragédie, et la deuxième fois comme une farce sordide. Et il semble que Marx ait eu de l'avance et que la farce ce n'était pas Napoléon III. La farce, visiblement, c'est Emmanuel Macron, puisque là, on a, pour le coup, la volonté d'entrer en confrontation directe avec la Russie, la volonté d'être le maître de l'Europe, peut-être même du monde. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et en même temps, Emmanuel Macron revendique
la dimension eschatologique de son personnage. Je voyais que le sujet sur lequel j'avais fait ma précédente vidéo, la fabrique du mensonge de France 5 avait tourné en ridicule Bertrand Scholler, parce que Bertrand Scholler, lui, a une analyse eschatologique du quinquennat, ou en tout cas du règne d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas Bertrand Scholler qui pose son action sur le plan eschatologique. Je veux dire, quand Emmanuel Macron, devant des journalistes du Financial Times, hein, dit la bête de l'événement est là, il est clairement dans une référence à l'Apocalypse ou au livre de la Révélation, comme disent les Anglo-Saxons. Donc lui, Emmanuel Macron, se voit un rôle eschatologique et un destin impérial. Donc c'est pour ça que c'est un homme dangereux. Et encore une fois, la dangerosité du personnage et son ridicule ne sont pas antinomiques. Hein, et comment on résout cette équation impossible entre ce personnage ridicule et le destin qu'on lui a promis, hein, et qu'il fait tout pour accomplir, c'est la citation de Baudelaire, reprise dans Ujo le suspecte, qui est que la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Hein, Macron fait croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Comment ce personnage peut-il prétendre à ça, vu ce qu'il est? C'est-à-dire que effectivement, il n'y a pas un jour, sans qu'il y ait quelque chose d'absolument grotesque. Voilà, donc c'est ce point de situation que je voulais faire aujourd'hui, donc à 1 an de l'élection présidentielle, donc avec quelques concepts clés, hein, le destin d'Emmanuel Macron, diriger l'Europe, peut-être même le monde. On va rester sur l'Europe avec le prix Charlemagne et cette couverture de The Economist, le sauveur de l'Europe. Diriger l'Europe. Comment diriger l'Europe fédérale? Fédéraliser l'Europe, c'est-à-dire passer un gap, hein, au niveau de la construction européenne qui est mal nommée, puisqu'en fait c'est une destruction de l'Europe, de ses nations et de ses peuples, hein, mais c'est passer un gap, faire un saut, si vous voulez, par 2 concepts qui sont le moment hamiltonien, c'est-à-dire la fédéralisation par la dette, et le moment bismarckien, la fédéralisation par la guerre, dans une guerre de haute intensité contre la Russie, en prenant le lead de l'OTAN à la faveur du retrait des États-Unis d'Europe. Voilà, c'est ça l'agenda d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser 2017 et la ligne de front, c'est effectivement les procédures américaines contre Candace Owens. Donc comment les Américains vont médiatiser ça, et est-ce que des oligarques ayant des groupes de presse, ayant moyen d'alimenter des campagnes de presse et qui, se trouvant attaqués sur leur vie privée par ce régime, exactement comme François Fillon avait été attaqué sur Pénélope, avec en sous-texte, hein, des grosses allusions sur Joël Le Teul, etc. Je me rappellerai toujours de ce long papier de Claude Askolovitch, papier de commande évidemment dans Vanity Fair, revenant sur la relation entre François Fillon et Joël Le Teul, homosexuel bien connu, et est-ce que les ouailles de François Fillon, cette France de la manif pour tous et du fascisme en Lodène, connaît cette histoire de François Fillon avec Joël Le Teul. Donc il y a toujours cette attaque sournoise des Macron sur la vie privée, que ce soit François Fillon hier, que ce soit Vincent Bolloré aujourd'hui. Et est-ce que la droite de conviction va enfin répondre? Est-ce que Vincent Bolloré va se rebeller, ou est-ce qu'il fera comme François Fillon, qui avait appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le soir du premier tour? Voilà, c'est tous ces événements qu'il faudra suivre. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, où nous aborderons en détail la procédure américaine, puisque le 22 juin, donc à 13h, heure de la côte Est, donc dans le Delaware, c'est-à-dire 18 ou 19h, heure de Paris, commenceront les premières audiences concernant la requête en nullité déposée par Candace Owens quant à la procédure des Macron dans l'affaire Brigitte Macron, sachant que c'est une procédure qui mérite d'être couverte, puisque Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont tous deux partie civile.
civile. Donc, les Macron portent plainte contre une journaliste podcasteuse américaine, qui est une journaliste américaine podcasteuse de premier plan, puisqu'elle elle a des records d'audience. Je crois que le top 3, c'est Tucker Carlson, Joe Rogan et Candace Owens. Donc cette affaire mérite effectivement d'être couverte, sachant que, comme je l'ai toujours dit, il y a que ça qui les emmerde.